Bonjour, merci d'être là. Alors aujourd'hui, c'est évidemment la deuxième conférence. Nous accueillons Vivien Bouet, ici présent. Il est professeur d'histoire au lycée Saint-Louis de Gonzague, où il exerce également la fonction de préfet des études, et il est rattaché comme chercheur associé au laboratoire d'histoire du 19e siècle de l'université Paris 1 Sorbonne. C'est un très bon spécialiste de l'histoire de l'anarchie, SME, courant idéologique, courant aussi politique et courant révolutionnaire, et ce qu'on va voir à travers le portrait qu'il va nous dresser aujourd'hui de Pauwels, mais je lui laisse évidemment la primeur de nous présenter cet homme. Il a soutenu une thèse en 2006 qui s'appelle « Les anarchistes contre la République de 1880 à 1914 ». Le sous-titre, c'est « Radiographie du mouvement anarchiste français, contribution à l'histoire des réseaux sous la Troisième République » sous la direction de Philippe Levillain à l'université de Paris X Nanterre. Et ça a donné lieu à une version publiée qui s'appelle tout simplement « Les anarchistes contre la République 1880-1914 ». C'est paru aux presses universitaires de Rennes en 2009. Alors il a publié plusieurs articles, plusieurs contributions à des collectifs sur l'anarchisme, exemple dans le mouvement social par exemple, qu'on peut consulter en ligne, le numéro d'octobre 2009, mars 2010. Également sur le Oxford Handbooks Online, vous aurez également un très bon article sur l'anarchiste terrorisme fin de siècle en France et à ses frontières. J'ai eu l'occasion de l'inviter déjà à un numéro et un séminaire que nous avions fait et qui a donné lieu à un numéro d'une revue qui s'appelle Parlement sur l'antiparlementarisme. Il était venu parler précisément de l'antiparlementarisme des anarchistes au moment de l'affaire Dreyfus, qui collait parfaitement au sujet que nous traitions, et doit paraître dans les semaines à venir également un article sur anarchistes et clandestinité en République au début des années 1890. C'est à propos précisément d'une série de rencontres qui avaient été faites sur l'histoire de la clandestinité. Voilà, je lui laisse maintenant la parole et pour présenter lui-même son sujet. Donc un parcours de militant qui est un parcours original puisque Pauwels ne fait pas partie des grands propagandistes par le fait des années 1890. Et je vais commencer par l'attentat, en fait, l'attentat du 15 mars 1894. Donc nous sommes le 15 mars 1894 et à 14h30, on a une violente explosion qui retentit dans l'église de la Madeleine. Les croyants qui sont présents dans l'église se précipitent vers le tambour de droite de l'église. Et là, ils découvrent un spectacle qui est un spectacle d'horreur. Il y a un cadavre qui gît dans le tambour de droite. Les murs sont couverts de sang. Et on prévient aussitôt la police qu'il vient d'y avoir un attentat à la Madeleine et qu'un homme en a été victime. Alors quand les policiers arrivent sur les lieux, c'est d'abord la surprise parce qu'on relève le cadavre et on trouve sous le cadavre de l'homme qui a été tué un pistolet. Et donc on comprend qu'on a affaire au poseur de bombes et que ce poseur de bombes venait pour lancer sa bombe sur les personnes qui se trouvent dans l'église, et on arrive à refaire un petit peu, à reprendre un peu son itinéraire à l'arrivée dans l'église. Donc il a monté les marches, il s'est dirigé ensuite vers le tambour de gauche de l'église. Il n'a pas pu rentrer parce qu'un Suisse garde la porte. Ensuite, il s'est dirigé vers le tambour de droite. Il a été emprisonné entre la porte automatique et la deuxième porte dans l'obscurité. Il pousse sur la deuxième porte. Elle résiste. Il a sa bombe sur son ventre et probablement à ce moment-là, il déclenche l'explosion et il serait mort de cette explosion-là. Autre coup de théâtre, on découvrira un peu plus tard qu'en fait, il n'est pas mort de la bombe, mais qu'il est mort d'une balle dans la tête. Il a encore pu se tirer une balle dans la tête après avoir été presque déchiré par la bombe qu'il a sur son ventre. Son identité est facile à établir parce que son visage est intact et il s'appelle Pauwels, Philibert Pauwels. Ce qui donne un certain relief à cet attentat, c'est que l'engin explosif de Pauwels, l'engin qu'il utilise, ressemble à ceux qui ont été utilisés au cours du mois précédent et utilisés dans dans deux attentats qui ont lieu à Paris aussi. L'attentat du Faubourg Saint-Martin, l'attentat de la rue du Faubourg Saint-Martin et l'attentat de la rue Saint-Jacques. Pour ce qui est de l'attentat de la rue du Faubourg Saint-Martin, on connaît bien les faits, on sait bien comment ça s'est passé. On est le 20 février 1894, donc un mois avant l'attentat de la Madeleine, et le commissaire Dresch, qui est commissaire de police du quartier de la Porte Saint-Martin,
reçoit une lettre vers 10 h du matin d'un certain Étienne Rabardy. On pourra montrer ensuite que Étienne Rabardy n'a rien à voir avec l'attentat, mais que le poseur de bombe, celui qui a voulu faire l'attentat, lui a emprunté son identité. Il annonce au commissaire qu'il va se suicider, il annonce au commissaire qu'il sera retrouvé pendu dans une des chambres d'un hôtel, un hôtel meublé de la rue du Faubourg Saint-Martin, 47 rue du Faubourg Saint-Martin, et il invite le commissaire à venir chercher son corps. Le commissaire n'a pas le temps d'aller chercher son corps, il envoie un inspecteur sur place qui arrive dans la chambre, qui trouve que c'est curieux, la chambre est vide, bon, il n'y a pas de bruit, mais qui a l'impression qu'il va se passer quelque chose de l'autre côté de la porte. Il pousse la porte. Là encore, il y a une petite résistance. Il pousse encore et il y a un objet lourd qui tombe, qui était placé au-dessus de la porte, qui tombe derrière la porte. Et il soupçonne qu'il puisse s'agir d'une bombe. Il a un bon réflexe. Il appelle le commissaire Dresch. Le commissaire Dresch prend l'affaire très au sérieux. On fait boucler l'hôtel. On découvre effectivement une bombe qu'on fait exploser sur place sans qu'il y ait de victimes. Alors, le même jour, on a le même déroulé des événements, mais cette fois-ci, rue Saint-Jacques, 69 rue Saint-Jacques, et c'est un autre commissaire de police qui est visé. Cette fois-ci, il s'appelle le commissaire Belluino, et c'est exactement la même façon d'opérer de la part du poseur de bombe. C'est toujours Étienne Rabardy qui dit qu'il va se suicider, qu'on retrouvera son corps dans une des chambres de l'hôtel et qui invite le commissaire Belluino à venir dépendre son corps. Voilà le dispositif qui a été installé dans les deux hôtels. Vous avez la bombe qui se trouve au-dessus de tasseaux en bois et qui est reliée aux portes, à la porte de la chambre qu'on pousse et qui ferait tomber la bombe. Cette fois-ci, on a une situation qui est différente, un enchaînement d'événements différents, et on a un mort. C'est la femme du propriétaire qui prend un projectile dans le ventre et qui décédera dans l'après-midi. Alors la première question qu'on se pose, c'est quel est le motif de ces attentats dans des hôtels où habitent des gens qui ne sont pas des gens aisés? Est-ce que c'est une vengeance contre les propriétaires? Est-ce que c'est une vengeance personnelle contre les commissaires? Est-ce que Pauwels, qu'on a vu opérer à la Madeleine, comme les bombes se ressemblent, est-ce que Pauwels est celui qui s'est fait passer pour Étienne Rabardy? Donc c'est à l'enquête, à partir de ce moment-là, de déterminer ce qui s'est passé. Les certitudes à ce stade-là sont les suivantes. Première certitude, à la Madeleine, c'est bien Philibert Pauwels qui est mort. On a ses proches qui viennent vérifier à la morgue que c'est bien lui qui est décédé dans l'attentat de la Madeleine. Seconde certitude, Étienne Rabardy n'a rien à voir avec les deux autres attentats. C'est un mécanicien de 25 ans qui a perdu son portefeuille en septembre 1893 à côté de la gare de Saint-Ouen, qui a fait une déclaration de perte et il n'a rien à voir donc avec ces attentats. Troisième certitude, les trois bombes ont bien été fabriquées par le même homme ou les mêmes hommes. Donc les trois attentats sont liés. En revanche, est-ce le même homme qui a opéré dans le cadre des trois attentats? C'est une question qui est difficile à démêler. On commence par demander à un expert en graphologie d'analyser les lettres qui ont été envoyées aux deux commissaires, un bulletin qui a été rempli à l'hôtel par le poseur de bombes et un carnet qui appartient à Pauwels. Et l'expert nous répond qu'il y a identité entre dans les trois affaires, entre même poseur de bombes, parce que les écritures sont les mêmes. En même temps, on convoque des témoins. On demande à des témoins rue Saint-Jacques et rue du Faubourg Saint-Martin de dire s'ils reconnaissent à la morgue Pauwels comme étant le poseur de bombes de la rue Saint-Jacques et du Faubourg Saint-Martin. Et on a 4 témoins qui sont convoqués, 4 témoins qui sont en face du corps à la morgue, 4 témoins auxquels on montre des photos de Pauwels également, et qui répondent que non, ils ne le reconnaissent pas, que ce n'est pas lui. Donc encore aujourd'hui, il y a une place pour le doute, pour savoir qui a opéré sur ces différents attentats. Quatrième certitude, Philibert Pauwels a agi pour des motifs politiques. Pauwels est un anarchiste. Il fait partie d'une famille politique nouvelle qui émerge à la fin du XIXe siècle, qui émerge surtout dans les années 1870 et qui existe d'abord parce que ceux qui sont des anarchistes convaincus
pense que les maux dont souffre la société résident tout simplement dans le principe d'autorité, dont l'autorité de l'État. Et que pour bâtir une nouvelle société, il faut non pas s'emparer du pouvoir pour transformer la société par le haut, comme le veulent les marxistes, parce que celui qui s'empare du pouvoir gardera le pouvoir, mais il faut détruire l'autorité de l'État à travers ses représentants, détruire, s'attaquer aussi aux autres formes d'autorité dans la société, et qu'une fois qu'on aura fait table rase du passé, on pourra bâtir une nouvelle société qui sera une société communiste. Alors ce qui distingue cette famille politique également des autres familles à gauche, à l'extrême gauche, c'est la stratégie dont font preuve les anarchistes. Pauwels est ce qu'on appelle un propagandiste par le fait. Alors que signifie propagandisme par le fait? Qu'est-ce que c'est que la propagande par le fait? C'est une stratégie qui a été discutée dans les milieux internationaux dans les années 1870 également, en Suisse et à Londres. Elle est née d'une volonté des anarchistes de se singulariser sur le plan de l'action au sein de la grande famille socialiste par une action directe, une action immédiate. Et elle est née d'un constat. Les prolétaires ont du mal à s'éduquer en politique parce souvent ils ne savent pas lire, parce qu'ils n'ont pas accès à la propagande écrite, donc, et parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans des réunions publiques. Donc il faut éduquer ces prolétaires d'une autre manière, inventer une nouvelle forme de propagande, et les anarchistes inventent donc la propagande par le fait. Il faut, par des actes, matérialiser dans l'espace public les théories anarchistes, des actes qui seront d'abord des actes violents et illégaux, parce que les anarchistes veulent détruire pour reconstruire ensuite. Donc lancer une bombe sur des catholiques dans une église, ça signifie simplement qu'on souhaite appeler les prolétaires à se libérer de la religion qui les a servis. Toutefois, la propagande par le fait n'est pas qu'un acte signifiant dans l'espace public. Elle a été théorisée dans les années 1870, à un moment où le mouvement ouvrier est réprimé, à un moment où en France on vit l'épisode de la Commune, à un moment où des nihilistes posent des bombes en Russie et sont poursuivis par l'Okhrana, à un moment où la voie réformiste paraît conduire les socialistes à l'échec, et à un moment où le peuple, sans vouloir exprimer, semble pouvoir espérer un grand soir révolutionnaire proche. Du coup, le propagandiste par le fait, en agissant, en recourant à la propagande par le fait, se fixe d'autres objectifs que le fait de faire une simple propagande en action. Premier objectif, c'est réaliser pour partie la révolution. Donc, quelques catholiques tués à la Madeleine, ça fait déjà quelques catholiques de moins. Deuxième objectif, tenter de décourager tous les adversaires des anarchistes, de s'en prendre à eux. Pauwels a d'abord milité dans les années 1880 à Saint-Denis. Et les deux commissaires de police qui sont visés, rue Saint-Jacques et rue du Faubourg Saint-Martin, sont des commissaires qui ont eu maille à partir avec les anarchistes à Saint-Denis. Il y en a un qui est notamment célèbre, c'est le commissaire Dresch. C'est lui qui a procédé à l'arrestation de Ravachol en 1892, et Ravachol qui se cachait à Saint-Denis dans un appartement et qui préparait des attentats avec un petit groupe contre des magistrats. Autre axe des propagandistes par le fait, autre raison pour laquelle on recourt à la propagande par le fait, c'est tout simplement pour terroriser les bourgeois. Et c'est en espérant, dans le cadre d'une stratégie qui doit mener à la grande révolution, en espérant que ces actes seront imités par d'autres et qu'ils provoqueront donc l'embrasement final. Alors, au moment où Pauwels passe à l'action, nous sommes au début des années 1890 et nous sommes au cœur d'une période qui est une période héroïque pour certains anarchistes. On a un certain nombre d'attentats qui sont très médiatisés, qui ont ensanglanté Paris. On a également une période qui est émaillée par des exécutions d'anarchistes qui donnent leur vie pour la propagande.
Parmi les attentats les plus célèbres, il y a les attentats de Ravachol en 1892. Il y a également l'attentat à la Chambre des députés de décembre 1893, qui est l'attentat de Vaillant. Vaillant qui lance une bombe dans la Chambre des députés, une bombe qui est remplie de clous et qui blesse une partie des personnes qui sont présentes. Vaillant qui va mourir en février, qui sera décapité en février, au moment où on a les attentats de la rue Saint-Jacques et du faubourg, de la rue du Faubourg Saint-Martin. On a encore les attentats d'Émile Henry, dont en 1894 l'attentat du Terminus, qui est un attentat étonnant. On a un anarchiste qui va lancer une bombe dans un café, dans lequel on trouve un attentat aveugle, dans lequel on a des bourgeois attablés, mais également des ouvriers qui sont présents. Et puis cette période de l'histoire de l'anarchie se clôt avec l'attentat de Lyon contre le président Sadi Carnot, un anarchiste étranger, comme Pauwels. Pauwels est belge, un anarchiste étranger qui assassine Sadi Carnot en s'approchant de lui et en tenant un poignard dans un bouquet de fleurs, et qui le tue donc d'un coup de poignard. Alors cette stratégie, qui est une stratégie de la violence, a suscité des débats au sein du mouvement anarchiste. On a un certain nombre de leaders anarchistes qui voudraient la remettre en cause, parce que l'action réalisée de cette manière donne prise aux critiques de ceux qui, parmi les contemporains, de bonne foi ou non, veulent faire croire que le mouvement ne rassemble surtout que des délinquants, des criminels, des fous. Une autre raison, c'est que ces attentats provoquent un accroissement de la répression, et qu'au fur et à mesure que cette répression se fait sentir, le grand soir révolutionnaire tant espéré s'éloigne. Une autre raison encore, c'est que ces attentats coupent les anarchistes des masses, surtout quand, comme Pauwels, pour atteindre leurs ennemis, ils vont jusqu'à tuer des innocents et des personnes appartenant à des catégories qui sont moins aisées de la population. Enfin, ils isolent les anarchistes sur l'échiquier politique, puisque la répression va viser toute l'extrême gauche et que les socialistes en voudront beaucoup aux anarchistes de s'engager, leur en voudront de s'engager ainsi dans ce type d'action. Alors, même si les attentats restent relativement rares, même si on a des débats sur la stratégie adoptée au sein du mouvement, il faut dire que les anarchistes resteront attachés à cette stratégie au moins jusqu'en 1894 pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vraiment cette stratégie qui les distingue en tant qu'anarchistes au sein de la grande famille socialiste, qui leur donne une visibilité. Également parce que, avec la répression qui s'intensifie, l'attentat, l'action violente, est une manière de répondre à la terreur d'État par une terreur anarchiste. On oublie l'objectif de propagande, mais on est rentré dans une guerre contre la République. Également parce que le militant de base ne retient souvent des théories anarchistes que l'acte violent est libérateur, donc il adhère à la stratégie. Et puis enfin parce qu'il est difficile de se désolidariser de cette stratégie à un moment où des anarchistes meurent sur l'échafaud au nom de leurs idées en passant à l'action de cette manière-là. Alors pour revenir à Pauwels, propagandiste par le fait, quel a été son itinéraire avant 1894 Comment en est-il arrivé là, d'abord dans les années 1880 ? C'est une question sur laquelle il est difficile de travailler parce que nous avons très peu de sources à nos dispositions, comme souvent pour le mouvement anarchiste, pour comprendre l'itinéraire de Pauwels. D'abord, la correspondance que Pauwels a entretenue avec sa femme, avec d'autres militants, a été brûlée la plupart du temps. Quand on est anarchiste et qu'on reçoit une lettre d'un autre compagnon, qu'on sait qu'il va y avoir des perquisitions, on brûle les lettres. Ensuite, parce qu'on ne peut s'appuyer que sur souvent des articles de journalistes qui essayent de retracer la vie des propagandistes avant qu'ils soient passés à l'action, et que ces articles ne sont qu'un tissu d'invention, la plupart du temps, dans un contexte particulier qui vise à faire vendre du papier. Ensuite, parce que les sources policières rares sur lesquelles on peut s'appuyer, les indicateurs de police, ne peuvent pas être vérifiés. On a très peu d'autres sources qui nous permettent de vérifier les rapports d'indicateurs. Donc on doit croire les indicateurs presque sur parole, ou alors prendre nos distances par rapport à ce type d'informations. Et enfin parce que les témoignages d'anarchistes eux-mêmes sont sujets à caution.
dans une période où soit le propagandiste par le fait est détesté, soit il est héroïsé par ses camarades, arriver à faire le point sur la vie du propagandiste vu par ses camarades est difficile. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a comme information sur Pauwels? J'ai dit Philibert Pauwels, mais on ne sait pas si c'est Joseph Pauwels, si c'est Philibert Pauwels, si c'est Désiré Pauwels. On sait qu'il est né à Courcelles, donc il est belge. Il est né à Courcelles en Belgique, dans une commune francophone. Il parle français, c'est quasiment la seule langue qu'il maîtrise. On sait qu'il est orphelin de père et que son père était journalier. Son père est mort 2 mois après sa naissance et que sa mère, Marie Simonard, était ménagère. On sait donc qu'il est issu d'un milieu très modeste et du coup qu'il a une instruction, un degré d'instruction qui est faible. Quand on regarde ce qu'écrit Pauwels, on a une écriture qui est très appliquée, une écriture d'écolier, mais une écriture qui est presque phonétique. D'après certains journalistes qui écrivent en 1894, après l'attentat, et qui font des enquêtes en Belgique, ou qui nous disent avoir fait des enquêtes de voisinage en Belgique, il aurait une enfance compliquée, il aurait été sourd, il aurait une maladie des yeux, il ne se serait pas entendu, et ça colle bien avec l'anarchisme, avec ses parents. Du coup, il aurait quitté ses parents très tôt. C'est comme ça qu'il serait arrivé en France à l'âge de 14 ans. Tout cela est absolument invérifiable. Ce qu'on sait, c'est que il est arrivé à Saint-Denis en 1883, il s'est installé à Saint-Denis en 1883, qu'ensuite il n'est pas revenu en Belgique pour tirer au sort, donc il est considéré en Belgique comme déserteur, il ne pourra plus revenir dans son pays où il est recherché par la police. On sait qu'il habite avec sa mère, donc il a de bons rapports avec sa mère, il habite avec sa mère à Saint-Denis en 1886, qu'il travaille comme mégissier, donc il est ouvrier, dans une de ces entreprises qui s'installe à Saint-Denis, et qu'il s'est marié avec une femme qui s'appelle Albertine Lardon, et qui, alors ça c'est une photographie d'Albertine qu'on trouve dans le portefeuille de Pauwels après l'attentat à la Madeleine. Donc Albertine Lardon, qui elle aussi est issue d'un milieu très modeste. Donc Albertine et Pauwels vont avoir une fille qui s'appelle Gabrielle, qui naît peu après, et Albertine vient d'un milieu modeste, elle est brodeuse. Ses parents, son père travaille dans une usine de Saint-Denis, il est chauffeur dans une usine de Saint-Denis, sa mère est ménagère. Les parents d'Albertine sont consentants au mariage. La mère, c'est dans l'acte de mariage, la mère de Pauwels est elle aussi consentante au mariage. On a une vie de couple qui, a priori, commence sans histoire, et les témoins au mariage ne sont pas fichés comme anarchistes, les témoins de Pauwels. Sociologiquement, Pauwels est donc loin de ce que Jean Métron présente dans sa thèse comme l'anarchiste type au cours de ces années. Jean Métron, quand il nous parle des anarchistes, nous dit qu'en général, l'anarchiste est un artisan qui travaille à son compte, souvent un cordonnier, un typographe, et travaillant à son compte, il a le temps de s'instruire, il a le temps de lire, il a le temps de s'éduquer en politique. Là, nous n'avons pas ce profil au sein d'un mouvement anarchiste qui est sociologiquement très fragmenté à l'échelle nationale et à l'échelle de la capitale. On a des bourgeois anarchistes, des ouvriers anarchistes, on a des artisans anarchistes. Pauwels est représentatif d'une partie des anarchistes de Saint-Denis qui se recrutent surtout dans les milieux ouvriers. Donc à cette époque, Saint-Denis, la commune de Saint-Denis fait partie des plus industrialisées de la banlieue, avec des entreprises qui se développent rapidement, surtout dans les secteurs sidérurgie et de la chimie. Il est représentatif aussi d'une partie des propagandistes par le fait, de ces hommes qui sont passés à l'action par la bombe, dans la mesure où ils viennent souvent d'un milieu modeste et voir qu'ils ont connu la misère, ce que connaîtra Pauwels au cours d'une partie de sa vie. Il est aussi représentatif de ces anarchistes étrangers qui sont présents sur le sol français à l'époque. Ce sont, pour la plupart d'entre eux, de jeunes ouvriers expatriés qui ont dû quitter leur pays pour des motifs politiques, et parmi lesquels on rencontre des Italiens, des Belges, des Russes, des Polonais, des Anglais, des Espagnols. Difficile de savoir combien sont ces anarchistes en 1880 en France, ces anarchistes militants étrangers, peut-être 200 au début des années 1880.
ils militent entre eux, dans des groupes qui sont du coup difficiles à infiltrer par la police, ou ils militent avec des compagnons français au sein d'un mouvement qui est donc le mouvement anarchiste à cette époque-là, cosmopolite, et avec des compagnons qui sont des compagnons internationalistes. Alors, je parlais d'ouvriers étrangers un peu déracinés qui composent ce mouvement anarchiste en France, qui ont dû fuir leur pays. Pauwels n'est pas totalement déraciné. D'abord, il parle la langue du pays dans lequel il s'est installé, le français. Il vit avec sa mère. Il est, dans les années 1880, en train de fonder une famille avec une fille. Et puis, il a des rapports avec d'autres anarchistes à Saint-Denis, avec lesquels il entretient, qui vivent entre eux une vraie sociabilité anarchiste. On a des réunions le soir entre eux, des repas qu'ils partagent. Sur le plan de l'activité militante, justement, là encore, nous savons peu de choses dans les années 1880 sur Pauwels. Il est signalé pour la première fois comme anarchiste militant en 1885. Du côté des autorités, on commence vraiment, du côté du ministère de l'Intérieur, on commence vraiment à s'intéresser à lui en 1887, en demandant davantage d'informations sur ce militant de Saint-Denis. En 1890, on a des sources qui sont plus complètes, et là on nous explique qu'il a été un des fondateurs des groupes anarchistes de Saint-Denis. On nous explique qu'on lui doit de nombreuses recrues anarchistes à Saint-Denis. On nous explique qu'il organise des réunions politiques chez lui, qu'il prend souvent la parole, qu'il appelle les nouveaux anarchistes à s'instruire, qu'il fait un travail de terrain, un travail profond, qu'il serait donc un des plus anciens militants de Saint-Denis. Les rapports de police nous parlent aussi de la propagande écrite dans laquelle s'engage Pauwels. Pauwels reçoit des journaux anarchistes, il les distribue. Pauwels a constitué chez lui une petite bibliothèque. On n'a pas plus d'informations que cela, mais il y a des militants qui viennent chez lui pour s'instruire. Pauwels a également chez lui un polycopie. Donc il va rédiger des tracts avec d'autres anarchistes, il va les afficher. Et Pauwels s'intéresse à la propagande par le fait. Une des formes de la propagande par le fait, ça peut être le refus du tirage au sort, ça peut aussi être la désertion, pour aller plus loin. Mais donc il a refusé de tirer au sort en Belgique. Propagande écrite, propagande orale, acte de révolte individuelle sans aller jusqu'à l'attentat à la bombe. C'est là en fait l'essentiel de la propagande anarchiste dans les années 1880 dans la capitale. S'il y a des tentatives d'attentats explosifs, elles restent assez rares, elles font quelques dégâts matériels, elles ne font, en tout cas pour Paris et la banlieue, elles font peu de blessés, elles ne font pas de blessés et pas de morts. Il faut attendre les années 90 pour avoir des attentats beaucoup plus violents. Alors à cette époque-là, qu'est-ce qu'on sait de ce mouvement anarchiste dans lequel milite Pauwels ? Au cours des années 1880, un moment où le mouvement anarchiste, où l'anarchisme prend conscience de lui-même, on sait d'abord que le nombre des anarchistes augmente assez régulièrement. Cela pour deux raisons. D'abord à cause de la propagande volontariste de militants comme Pauwels qui, sur le terrain, font de nouvelles recrues. Ensuite, parce qu'on a un certain nombre d'événements au plan international sur lesquels les journaux mettent la lumière et qui font de la publicité au mouvement anarchiste. En 1887, on a l'exécution d'anarchistes à Chicago, auquel la presse fait, exécution autour de laquelle la presse fait grand bruit et qui va intéresser une partie des contemporains. Ces militants, ces véritables militants, sont probablement plus d'une centaine dans les grandes villes, comme Lyon, Paris, Lille, Marseille, et près d'une vingtaine dans certaines villes de province. On sait également sur le plan des structures qu'on n'a pas affaire ici à un parti, évidemment un parti structuré, il n'y a pas de structure prédéterminée, il n'y a pas de règles de fonctionnement rigides du mouvement anarchiste, il n'y a pas de hiérarchie institutionnalisée. Tout cela serait perçu comme aliénant par des anarchistes qui sont attachés à la liberté. Le mouvement fonctionne d'abord grâce à des réseaux, à des contacts, des amitiés qui sont nouées au fil de l'activité militante. Et des réseaux qui vont s'étoffer, qui peuvent s'étoffer en France et à l'étranger. Ça va être le cas pour Pauwels. Le mouvement fonctionne aussi grâce à d'autres structures qui sont des groupes
des groupes de quartier, des groupes à l'échelle d'une petite ville de province. Il s'agit en général, il compte en général une dizaine, une vingtaine de militants, d'individus. Ces groupes fonctionnent de manière très souple. Ils sont accessibles à qui veut, a priori. Les réunions du groupe sont annoncées dans les journaux. On s'y instruit, on fait de la propagande. Il n'y a pas de règles de fonctionnement de ces groupes qui naissent de manière très souple. La liberté prévaut, là encore. Ces groupes qui apparaissent dans les grandes villes, dans les villes de province, c'est essentiellement dans le milieu urbain que ces groupes apparaissent, sont très autonomes les uns des autres. Mais ce qu'on sait, c'est que les militants des diverses structures coopèrent, qu'ils se connaissent, et que pour les besoins de la propagande, pour financer un certain nombre d'actions, ils ont besoin d'œuvrer en même temps, notamment pour ce qui est de la propagande écrite et de la propagande orale. Ces structures, elles sont animées par ce que les historiens du mouvement appellent des leaders, des cadres, des militants de renom. Ce sont en fait des personnalités qui s'imposent au sein du groupe parce qu'elles ont des qualités propres qui vont servir le groupe, parce qu'elles ont des aptitudes, parce que oui, elles vont rendre service au groupe, qui s'imposent momentanément et qui peuvent disparaître au bout de 1-2 ans ou de 6 mois à l'intérieur du groupe. Voilà, donc on a des anarchistes qui sont dans les grandes villes qui peuvent être nombreux, avec des leaders, et qui, dans des grandes villes qu'on peut peut-être parfois considérer comme des quartiers généraux pour le mouvement anarchiste, ou comme des capitales de l'anarchisme, donnent des grandes impulsions au mouvement sur le plan de la propagande. Pour ce qui est de la banlieue dans laquelle milite Pauwels, on assiste à l'apparition des premiers noyaux anarchistes au début des années 1880. Au début des années 1880, on a des noyaux anarchistes à Puteaux, à Clichy, à Levallois-Perret, à Saint-Denis, à Saint-Ouen. Et on voit progressivement les groupes qui se structurent au cours des années 1880. On voit également le nombre de militants qui augmente, et des déjà vieux anarchistes comme Pauwels qui sont entourés d'une génération d'anarchistes plus jeunes. Et on aurait peut-être une cinquantaine d'anarchistes en banlieue nord au début des années 1890. Saint-Denis, à ce moment-là, est le centre de gravité pour la banlieue nord de l'anarchisme. Ces militants sont en contact permanent les uns avec les autres, et alors que Paris et sa banlieue s'affirment comme une capitale de l'anarchisme pour le mouvement, Saint-Denis et les militants de Saint-Denis sont très, très actifs. Comment situer Pauwels dans ces structures? C'est très difficile de situer Pauwels. Donc voilà Pauwels au moment où il a été bertillonné. Il fait 1m69, il a un visage qui est fin, un nez qu'on décrit toujours comme droit, en fait, quand on cherche Pauwels, et qu'il est en fuite, le nez est une référence. Il est fin, de traits, fin de corps également. Alors, Pauwels, à Saint-Denis, on arrive à reconstituer un petit peu les militants avec lesquels il milite. Ce que l'on peut retenir, c'est Jean-Baptiste Louiche. Jean-Baptiste Louiche est un des piliers du mouvement anarchiste à Saint-Denis. C'est un fondateur de groupe. C'est vraiment le référent pour le mouvement anarchiste à Saint-Denis. On a dans les connaissances, dans les amis de Pauwels, des hommes d'action qu'on va retrouver tout au cours des années suivantes. Philogène Ségard, par exemple, avec lequel Pauwels fuira à Londres. Élisée Bastard, qui sera inculpé au procès des 30 et qui est lui aussi très actif, qui se réfugiera à Londres. Un profil un petit peu différent, à côté, Paul Reclus. Paul Reclus qui appartient à la famille Reclus, qui est un neveu d'Élisée Reclus, qui est le grand géographe anarchiste. Paul Reclus qui est ingénieur et qui, en 1886, travaille dans une usine de Saint-Denis, là où il a probablement fait la connaissance de Pauwels. Ce groupe, Philogène Ségard, Élisée Bastard et Paul Reclus, entourera Pauwels jusqu'à sa mort. Et on a, un peu excentré dans les militants parisiens, on a Alexandre Tennevin, qui est un des grands orateurs du mouvement,
qui rencontre régulièrement Pauwels, qui va chez Pauwels, qui dort chez Pauwels à Saint-Denis. Donc on a Pauwels qui est très très bien inséré dans ce milieu, Saint-Denis et Paris. Et Jean Grave, qui est un des grands anarchistes de cette période-là et qui publie le journal La Révolte, dans ses mémoires, dira que Pauwels est un bon camarade et qu'il est connu à Saint-Denis de tous, un camarade sincère et qu'il est connu de tous. Alors, si le mouvement existe grâce à... Alors, je parlais des leaders du mouvement à Saint-Denis. Comment situer Pauwels à l'intérieur de ce mouvement à Saint-Denis? Il n'a pas la stature de Jean-Baptiste Louis, certainement pas, et sans doute parce qu'il est handicapé de deux points de vue pour avoir ce rôle de leader de banlieue. Premier point, ce n'est pas un orateur. Quand on cherche Pauwels en France, une fois qu'il a disparu, on cherche quelqu'un qui a une voix faible, une voix qui est peu assurée. Et puis, c'est dans les descriptions qu'on donne à la police. Et puis, il fait de très nombreuses fautes d'orthographe, donc ce n'est pas non plus un propagandiste par l'écrit qui pourra jouer un rôle important. Donc un second couteau, finalement, dans cette banlieue de Saint-Denis, qui apparaît très peu dans les sources par rapport à des compagnons comme Louis. Le mouvement existe également, il existe grâce à des structures, mais il existe également grâce à des idées, à des débats qui sont parfois complexes et qui sont plus ou moins digérés par les militants de base, qui retiennent souvent de l'anarchisme qu'une idée, il faut détruire pour reconstruire. Pour ce qui est de Pauwels, très très difficile de savoir ce qu'il a assimilé des théories anarchistes. On nous dit qu'il a une bibliothèque, qu'il écrit des tracts, qu'il organise des réunions publiques, mais nous ne savons pas à quel degré il maîtrise les idées qui sont les idées qu'on agite à ce moment-là au sein du mouvement. Ce mouvement existe aussi grâce à une mémoire, grâce à des gens comme Pauwels qui sont des militants de la première heure et qui sont des passeurs, qui vont transmettre à d'autres finalement une histoire du mouvement à l'échelle locale, ce qui permet de construire une histoire du mouvement progressivement à l'échelle nationale, et d'une mémoire, on passe à une histoire. Le mouvement existe aussi grâce à des symboles, et quand Pauwels s'est arrêté à la fin des années 1880, on trouvera chez lui un grand drapeau noir, un drapeau de la révolte, drapeau des canuts, drapeau de Louise Michel en 1883, quand un groupe avec Louise Michel pille des boulangeries, le drapeau de la révolte. Un mouvement qui prend conscience de lui-même aussi, et qu'on voit prendre conscience de lui-même à travers l'apparition d'un vocabulaire particulier qu'utilisent les militants. Les militants anarchistes sont donc des compagnons. Ils préfèrent camarades à compagnons, même s'ils utilisent aussi camarades. Compagnons, ça signifie qu'ils partagent le pain les uns avec les autres, étymologiquement, donc ils s'entraident, qu'ils sont égaux, et on verra tout au cours de la cavale de Pauwels à quel point cette entraide fonctionne. Le compagnon est celui qui aide l'autre compagnon, et le compagnon est celui qui agit directement dans l'espace public, qui ne recourt pas à la médiation, qu'elle soit syndicale ou politique. Voilà, enfin, ces militants adhèrent, ça participe de la structuration du mouvement à une stratégie qui est celle de la propagande par le fait dont je vous ai parlé. Donc voilà pour les années 1880. Et je voudrais passer maintenant aux années 1890, les années où on voit Pauwels évoluer, où on voit le mouvement anarchiste lui aussi évoluer. Au début des années 1890, à nouveau, on voit le nombre des anarchistes qui double sur le territoire national. Plutôt toujours un mouvement qui est urbain ou qui se développe dans les espaces industriels. Dans ce contexte, les anarchistes s'agitent toujours plus, prennent confiance en eux-mêmes, ils s'agitent toujours plus, et ils s'agitent notamment à Clichy, à Levallois, à Saint-Denis, où leur nombre augmente là aussi. Et justement, à Clichy, Levallois, Saint-Denis, on a une manifestation qui tourne mal en 1891, 1er mai 1891. On a des anarchistes qui ont décidé le 1er mai 1891, une trentaine d'anarchistes de Clichy, de Levallois, de Saint-Denis, qui ont décidé de manifester pour le 1er mai. Ils partent vers Clichy avec un drapeau rouge en tête du cortège, et la manifestation se déroule bien. Et à 3h de l'après-midi, ils décident de plier ce drapeau rouge. À ce moment-là, on a un commissaire de police qui intervient, qui veut se saisir du drapeau rouge. La situation dérape. C'est l'incident. On a des coups de feu qui sont échangés entre des anarchistes et des policiers. Un anarchiste est blessé. Il a une jambe qui est trouée d'une balle.
Et ces anarchistes au moins 3 anarchistes, sont emmenés au commissariat de police de Levallois et subissent un violent passage à tabac. Les compagnons vont relayer cette histoire-là dans les mouvements, vont faire la publicité à cette histoire-là à l'intérieur du mouvement. Et à un moment où l'incident du 1er mai 1891 n'est pas un incident isolé. On voit les anarchistes devenir plus, entre guillemets, plus actifs, plus violents à Saint-Denis, Levallois, Clichy. On a en mai 1891 à Saint-Denis des tentatives d'incendie d'usines. On sait qu'on a une petite bande d'anarchistes qui opère à ce moment-là, la nuit. On a à Levallois-Perret, au commissariat de Levallois, des jets de pierre de nuit sur le commissariat. Le 9 juin, ça va plus loin. C'est une cartouche de dynamite qui explose devant le commissariat. Dans ce climat, le procès des anarchistes qui ont été arrêtés le 1er mai, le procès des anarchistes scandalise les anarchistes qui ont connaissance du verdict qui est donné en août 1891. L'avocat général, au moment du procès des anarchistes qui ont été arrêtés le 1er mai 1891, l'avocat général requiert la peine de mort pour au moins un des prévenus, et les peines sont très très lourdes, sinon les peines qui sont prononcées pour les 2 autres anarchistes sont très lourdes, 5 ans de prison, 3 ans de prison. Il y a une vraie indignation chez les compagnons à ce moment-là, au niveau de la banlieue nord, au niveau de Paris, et de manière plus générale à l'échelle du territoire national, parce que ce verdict est relayé par la presse anarchiste. Et Jean Métron, qui est le grand historien du mouvement anarchiste, considère que ce qui s'est passé à Saint-Denis, l'affaire du 1er mai, le verdict, est le déclencheur de la grande période des attentats anarchistes de 1890-1894, dans lequel s'insèrent les attentats de Pauwels. Alors, est-ce que Pauwels est impliqué dans ces événements de 1890 ? On ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est a priori radicalisé au début des années 90, lui aussi. Il est désigné dans le journal de Saint-Denis comme un des anarchistes les plus fougueux de la localité. Il est désigné dans les rapports de police comme très exalté. Et juste avant le 1er mai 1891, on sait qu'il a fait des discours enflammés aux compagnons. Il leur explique qu'il faut incendier les usines, qu'il faut piller les biens des capitalistes. On pense aussi qu'il est impliqué, mais on ne sait pas à quel degré, dans ce qu'on a appelé l'échauffourée du 1er mai 1891. Et pour toutes ces raisons, il y a un mandat d'amener qui est délivré contre lui. Et pour toutes ces raisons, comme il est étranger, il tombe sous le coup d'un arrêté d'expulsion du territoire. Sur un plan personnel, dans les rapports de police, on dit que sa vie aurait aussi basculé à ce moment-là et que sa femme l'aurait quitté à cause de son engagement politique. En fait, il faut revenir sur ces rapports parce que en 1894, après l'attentat de la Madeleine, on a des enquêteurs qui viennent interroger sa femme. Sa femme ne va pas bien du tout, elle vit chez ses parents, elle a une maladie de poitrine, elle est considérée comme quasiment mourante. Et Albertine va expliquer aux enquêteurs qui sont là ce qu'elle a vécu ces dernières années avec son mari. Elle leur explique qu'elle a vécu avec lui à Saint-Denis jusqu'au bout, puis à Argenteuil, un peu à Argenteuil, jusqu'à ce qu'il soit expulsé. Elle leur explique qu'elle l'a rejoint ensuite à l'étranger, quand il est parti à l'étranger. Elle n'a pas pu le suivre longtemps parce qu'elle était malade, mais qu'elle a rejoint un temps à l'étranger. Elle leur explique qu'ensuite, ils ont continué à correspondre. Pauwels écrit régulièrement à sa femme à Saint-Denis et qu'elle a brûlé les lettres au fur et à mesure qu'elle les recevait. Alors on a la preuve de cela parce que le concierge de l'immeuble dans lequel elle habite dira qu'il voyait arriver des lettres de l'étranger, donc on sait que c'est des lettres qui viennent d'Italie, d'Espagne, de Suisse. Et puis on sait aussi qu'ils se sont... Albertine et Pauwels se sont entendus jusqu'au bout, puisque dans le portefeuille de Pauwels, jusqu'à la Madeleine, jusqu'à l'attentat de la Madeleine, on a 4 photos. Une photo d'Albertine, une photo de sa fille, une photo de sa belle-mère et une photo de son beau-frère. Donc, il transporte sa famille avec lui jusqu'à la Madeleine. Albertine continuera, elle est interrogée avec ménagement, mais elle continuera à protéger son mari jusqu'au bout, en disant qu'elle ne savait pas quelles étaient ses activités, qu'il n'a jamais été violent, qu'il ne lui a jamais parlé de politique, qu'elle ne se souvient pas des anciens compagnons qu'il recevait à Saint-Denis chez lui. C'est très difficile de savoir si Albertine est une militante anarchiste,
Dans certains rapports, on nous dit qu'elle est plus modérée que son mari. Dans d'autres rapports, on nous dit qu'elle ne suit pas son mari, elle n'adhère pas à ses convictions politiques. Alors les événements du 1er mai ont plusieurs conséquences importantes pour le mouvement anarchiste en banlieue nord et à l'échelle nationale. On assiste à un durcissement de la répression à Paris et en banlieue qui va crescendo et qui est une réponse à une radicalisation des compagnons qui dénoncent une terreur d'État à laquelle il faut répondre par une terreur anarchiste. Dans ce cadre-là, on a un mouvement anarchiste qui se transforme au début des années 1890 en profondeur. On assiste à une hémorragie de militants. Les militants les plus tièdes quittent le mouvement. Pour les autres, les convaincus, ils vont fuir, ou alors, quand ils sont étrangers, ils sont expulsés. On assiste aussi à une mutation dans les structures du mouvement. Des leaders anarchistes qui appellent tous ceux qui sont restés sur le territoire français à rentrer dans la clandestinité. On a rentré dans la clandestinité pour engager le combat et pour mourir en martyr. On a également des groupes qui avaient une certaine visibilité, qui se désagrègent. On a des réunions, des journaux, des réunions publiques qui n'ont plus lieu. On a des journaux autorisés qui rendaient beaucoup de services aux anarchistes parce qu'ils permettent de faire circuler des messages d'un anarchiste à un autre. Ils permettent, via des souscriptions, de collecter de l'argent pour les compagnons. Ils contribuent à structurer le mouvement. Des journaux anarchistes qui aussi disparaissent sur le sol français. Et les attentats qui vont survenir ne sont plus des attentats qui visent là, vraiment à faire de la propagande en acte, mais qui sont surtout des attentats qui visent à terroriser les ennemis du mouvement. La culture anarchiste intègre toujours plus une culture de la clandestinité, la culture politique anarchiste. On voit des lettres codées, à travers des lettres codées, des systèmes de boîtes aux lettres pour communiquer, même si le terme est un peu anachronique, on peut parler d'appartements conspiratifs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette répression du mouvement en France, ce sont des questions qui sont actuelles, participent d'une internationalisation du mouvement, puisqu'on pousse les militants à quitter le pays, à se rendre dans d'autres pays et à rencontrer d'autres militants avec lesquels ils prennent des contacts, avec lesquels ils pourront mener d'autres actions. Alors pour ce qui est de Saint-Denis à cette époque-là, c'est la désorganisation qui prévaut. La plupart des groupes disparaissent à cause des perquisitions, des arrestations. La ville de Saint-Denis est probablement une des villes les plus surveillées de la banlieue à ce moment. Peut-être avec raison, hein, puisque Ravachol prépare ses attentats en se cachant à Saint-Denis, puisque Auguste Vaillant, qui est responsable de l'attentat à la Chambre, lui aussi a des attaches à Saint-Denis. Et quant à Pauwels, Pauwels n'attend pas d'être expulsé. Pauwels disparaît. Et puis part pour l'étranger. Il va commencer à mener une vie de déplacement incessant, également une vie de misère. Et les signalements qu'on a de Pauwels commencent à évoluer aussi. Dans les signes distinctifs, on nous dit qu'il marche en baissant la tête, qu'il a toujours ses mains dans son par-dessus. Il essaye de se faire le plus discret possible. Le premier temps de la cavale de Pauwels le mène à Londres. Et là, on arrive à reconstituer des contacts. Ce sont des amis, hein, finalement, des contacts de Pauwels dans le cadre de cette cavale. En bas, vous avez les contacts de Pauwels à Saint-Denis, quand il partira pour Londres. Donc ce sont souvent les femmes des anarchistes avec lesquelles il s'entend le mieux, la femme de Philogène Ségard, par exemple, sa propre femme, un anarchiste qui s'appelle Eugène Bouteville, chez lequel il va loger au moment où il se cache, et qui vont continuer à faire circuler les lettres de Pauwels dans le milieu anarchiste de Saint-Denis quand Pauwels écrit de Londres. À Londres, il part avec Philogène Ségard, donc avec l'ami dont j'ai parlé tout à l'heure, et il va d'abord se retrouver arriver avec Philogène Ségard chez Victor Richard, qui accueille les anarchistes français qui sont en exil, qui fuient à Londres. On a une petite colonie d'anarchistes français qui est installée à Londres, qui a été très bien étudiée par Constance Bantman. C'est un lieu de refuge pour les anarchistes français. Et Victor Richard, qui est épicier à Londres, accueille des anarchistes qui viennent à Londres. On nous dit que Louise Michel l'aurait peut-être hébergé dans sa maison. C'est vraiment à prendre avec précaution, cette information. Il loge avec Philogène Ségard à Londres.
Et il y vit mal, il y vit dans la misère, et il aimerait bien pouvoir rentrer en France, donc rentrer en France dans la clandestinité. Et là, il retrouve à Londres un anarchiste de Saint-Denis qui s'appelle Claude Defosse, qui lui donne tous ses papiers. Et donc c'est avec les papiers de Claude Defosse qu'il revient en France. En France, au moment où il revient en France, donc on est en mai-juin 91, on perd un peu sa trace, mais on le retrouve finalement. Et on le retrouve chez qui? Chez cet ingénieur anarchiste dont je vous ai parlé, Paul Reclus, qui ne vit plus à Saint-Denis, mais qui vit à Paris, et qui va le cacher. Paul Reclus qui vit avec Madeleine Wepler, sa femme, qui va cacher Pauwels aussi, et qui recevra ensuite une partie de la correspondance de Pauwels. Et Pauwels a été aidé par un autre anarchiste très connu de l'époque, qui s'appelle Émile Pouget, et qui, il a peut-être habité avec Émile Pouget, il a peut-être travaillé chez Émile Pouget, qui est le rédacteur d'un journal anarchiste connu, qui est le Père Pénard. Voilà, Pauwels revient en France, dans la clandestinité. Il est logé chez Paul Reclus, et là, la police finit par mettre la main dessus. Il est arrêté, on lui notifie l'arrêté d'expulsion, et on va l'envoyer dans un autre pays. Il ne peut pas être envoyé en Belgique, puisqu'il est déserteur en Belgique, donc on l'envoie au Luxembourg, et c'est le deuxième temps de sa cavale. Alors au Luxembourg, très difficile là aussi de suivre Pauwels. On a deux phases pendant lesquelles on est sûr qu'il est au Luxembourg, en août-décembre 1892, et avant, fin 1891, avril 1892. En fait, il disparaît du Luxembourg à certains moments, on le perd. Il a été expulsé 2 fois du Luxembourg parce qu'il continue à militer. On sait qu'au Luxembourg, il continue à avoir des contacts avec les anarchistes qu'il a déjà fréquentés. Il continue à envoyer des lettres aux anarchistes de Saint-Denis, notamment à la femme de Philogène Segard. Il continue à correspondre avec Paul Reclus, qui lui aussi est parti de Saint-Denis. Et puis, au Luxembourg, il a rencontré d'autres anarchistes qui sont des hommes d'action. Narcisse Delorme, dont doucement on essaie de faire la biographie, mais qui est difficile à faire, qui est un anarchiste considéré comme dangereux, qui s'intéresse aux explosifs, qui a été expulsé de France. Arthur Bailly, qui est un Belge, qui parle espagnol, qui a fréquenté le groupe anarchiste de Saint-Denis. Avec ces anarchistes, il aurait construit une bombe, ça on n'en sait rien, mais il va suffisamment loin dans le cadre du militantisme quotidien. Ces 2 anarchistes travaillent à l'endroit où Pauwels travaille lui aussi. On a le nom des employeurs de Pauwels. Ils sont suffisamment actifs pour que tous soient expulsés du Luxembourg. Adolphe Zuben est un anarchiste qui aurait été expulsé de France, allemand. J'ai pas retrouvé sa trace. Donc Pauwels quitte le Luxembourg. Et après Luxembourg, on retrouve sa trace, cette fois-ci en Suisse. Donc, alors pour ce qui est de la Suisse, Pauwels y arrive immédiatement. Il a déjà des contacts en Suisse, Ferdinand Hansi par exemple, qui est anarchiste de Bâle, mais immédiatement il va arriver à Genève, il va loger avec d'autres anarchistes, et il est intégré au groupe anarchiste de Genève, qui parle français, donc pas de problème non plus. Ce sont une vingtaine d'anarchistes, on peut en identifier au moins 4 ou 5 de manière certaine. Les autres, Milan, Grandjean, Bougard, je n'ai pas réussi à les identifier. Ces anarchistes sont considérés comme dangereux en Suisse. Ce sont des anarchistes qui, pour vivre, recourent au vol. Et on sait que Pauwels a probablement vécu lui aussi de vol quand il était à Genève. À nouveau, il est inquiété pour ses activités anarchistes. À nouveau, il va devoir quitter la Suisse. Il milite partout où il va. Il quitte la Suisse, et là, ce qui se passe est très curieux, parce que il a un nouveau nom. Donc on sait qu'il a passé la frontière, cette fois-ci sous le nom de Joseph Meunier, et on perd sa trace. On nous explique qu'il est remonté à Paris. On nous explique qu'à Paris, il aurait rencontré Bastard, Segard, Paul Reclus, et qu'il se serait entraîné au maniement d'explosifs. On n'a aucune preuve de tout ça, mais qu'il serait retrouvé à Saint-Denis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve sa trace, cette fois-ci à côté de Nancy, Nancy-Varangéville. Et quand on travaille sur les archives de Meurthe-et-Moselle,
on est très étonné parce que Pauwels est effectivement à Nancy. Il travaille effectivement aux soudières de Varangéville. Qu'est-ce qu'il a embauché, pardon? Qui l'a embauché aux soudières de Varangéville? Paul Reclus, qui est ingénieur et qui s'arrange pour engager des anarchistes qui en ont besoin. Et on imagine même, enfin c'est presque prouvé, hein, que Élisée Bastard, l'ami de Saint-Denis, et Philogène Segard, l'autre ami de Saint-Denis, travaillent eux aussi à Nancy, enfin aux soudières de Varangéville, embauchés par Paul Reclus, sous des faux noms, parce qu'eux aussi sont recherchés par la police, celui de David Calixte pour l'un, et le faux nom de Albert Prudhomme pour l'autre. Alors, aux soudières de Varangéville, ils font partie, ces 3 anarchistes, d'un groupe de 9 anarchistes, dont un anarchiste célèbre qui est Antoine Peraré, embauché aussi par Paul Reclus. Ça va coûter à Paul Reclus, cette histoire-là, le fait de sa démission en janvier 93 des soudières. Et puis on sait que ces anarchistes, donc embauchés à Varangéville, quand ils sont domiciliés à Nancy, et qu'à Nancy, on a un groupe local qui est animé par Paul Serrure et qui milite avec ce groupe. Ils sont à nouveau inquiétés par la police parce qu'ils posent des manifestes anarchistes. Et ça contribue à nouveau à propulser Pauwels dans un autre pays. À ce moment-là, Pauwels continue à correspondre avec sa femme et avec d'autres anarchistes en France et à l'étranger. Le dernier temps de la cavale de Pauwels, qui quitte Varangéville, là encore parce qu'il est poursuivi par la police, c'est Barcelone. Là, pour la première fois, on est dans un milieu qui est totalement différent du point de vue de la langue. Pauwels ne se fait plus appeler Joseph Meunier, mais à Barcelone, il a quelques contacts avec les anarchistes de Barcelone. La barrière de langue pose quand même problème. Il se plaint aux anarchistes qui sont restés en France dans des lettres qu'on a pu conserver. Il se plaint du fait que les anarchistes espagnols à Barcelone ne sont pas très très aidants. Il a des contacts avec des anarchistes français qui sont présents à Barcelone, comme François Broussoulou, qui est lui aussi qui joue un rôle très important dans le militantisme de ces années-là, militantisme anarchiste. Et il est toujours en contact avec les anarchistes de Genève et il est toujours en contact avec des anarchistes de Saint-Denis. À ce moment-là, en 93, cette cavale doit commencer à l'épuiser parce qu'il demande à des anarchistes de Saint-Denis d'intervenir pour lui et de faire lever l'arrêté d'expulsion. Donc il demande notamment à une femme qui s'appelle Martinet, enfin à la femme d'un anarchiste qui s'appelle Martinet, d'intervenir pour lui auprès des autorités. Il revient après un attentat anarchiste à Barcelone en novembre 93. Qui va provoquer une vraie répression par rapport aux anarchistes, au niveau du milieu anarchiste de Barcelone. Il revient en France, et là, on perd totalement sa trace. On ne sait plus rien. Sa femme même dit qu'elle n'a plus, enfin, elle ne reçoit plus de lettres à ce moment-là. Ce qu'on peut dire sur toute cette période de sa vie, c'est que, de cette cavale, c'est qu'il bénéficie d'une solidarité agissante de la part des compagnons qu'il a connus par le passé ou auquel il est adressé en France et à l'étranger. Tout au cours de cette cavale, il vit sous des faux noms, il a des faux papiers qu'on lui fait parvenir, il modifie son apparence, il est caché chez les uns, chez les autres qui prennent des risques, qui le nourrissent, qui lui trouvent du travail, qui font suivre son courrier. Les anarchistes de Genève font suivre le courrier de Pauwels, adressé par des anarchistes de Saint-Denis à Barcelone. Donc ils font suivre son courrier, qui organise des collectes pour l'aider. On a des collectes organisées à Saint-Denis, au sein du milieu anarchiste de Saint-Denis, et de l'argent qui transite par le groupe de Genève et qui finit à Barcelone. Ou alors qui peuvent intercéder pour lui auprès des autorités, comme la femme de l'anarchiste Martinet. Alors, on perd complètement sa trace à ce moment-là. Et qu'est-ce qui, à cette époque, a pu pousser Pauwels à réaliser des attentats? Il y a plusieurs possibilités à réaliser, vraiment à passer à l'acte à Paris. Première possibilité, un tempérament qui est porté à l'action. Les anarchistes de Genève, quand on les interroge sur Pauwels, disent, je cite, qu'il était exceptionnel pour l'action. Deuxième raison, des raisons personnelles. Paul Reclus, qui restera son ami jusqu'au bout, dira qu'à Barcelone notamment, il était dans une misère effrayante, qu'il avait finalement connu une vie de misère, de veine, et que seule l'amitié de quelques compagnons le soutenait encore, et que le refus du retrait de l'arrêté d'expulsion
en octobre 1893 avait été un choc pour lui. Troisième raison pour laquelle Pauwels passerait à l'action, ce sont des raisons qui sont plus politiques. Une vraie haine, il y a un fil conducteur depuis Saint-Denis, une vraie haine pour ceux qui sont indirectement responsables de sa cavale et pour ceux finalement qui se sont attaqués au mouvement. Ces commissaires qui se trouvaient à Saint-Denis, des influences peut-être. On constate que partout où il passe, il fréquente des hommes d'action, et on constate, et on imagine même, alors là les sources donnent le vertige, et c'est des terrains sur lesquels il est difficile de s'engager, mais des anarchistes et des policiers imaginent que quand il était à l'été 91 à Saint-Denis, il a pu rencontrer Ravachol. Ça paraît quand même difficile, mais Paul Reclus, donc son ami, dira que au moment où il rentre en France après Barcelone, au moment où personne ne sait où il est, lui, Paul Reclus, l'a rencontré, qu'il lui a donné 20 francs, et que Pauwels aurait rencontré à ce moment-là Auguste Vaillant, qui va préparer l'attentat à la Chambre en décembre 93. C'est très très difficile de confirmer tout ça. Je demande pourquoi Paul Reclus aurait dit ça si c'était pas vrai. Mais... Alors, les sources nous amènent finalement à nous interroger sur un point qui n'est pas inintéressant, qui est de savoir si finalement on a affaire à un loup solitaire, pour prendre un vocabulaire qui est un peu anachronique. Est-ce que Pauwels, finalement, seul, se débrouillant seul, avec l'aide de quelques compagnons, finalement, a réussi à organiser ces 3 attentats à Paris, à revenir à Paris à un moment où Paris est très très surveillé, à un moment où Saint-Denis est extrêmement surveillé aussi? Est-ce que c'est un loup solitaire, ou alors est-ce que, au-delà de la solidarité agissante, il y a un petit groupe qui l'a entouré jusqu'au bout? On ne pourra jamais aller au bout de cette hypothèse. C'est vrai que ce qui est troublant, c'est que finalement, à Saint-Denis, les amis de la première heure, les femmes, ont l'air de jouer un rôle autour de Pauwels jusqu'à la fin, jusqu'à février 1894. Il y a quand même des questions qu'on peut se poser en arrivant de Barcelone. C'est comment a-t-il vécu à Paris en arrivant de Barcelone alors qu'il n'avait pas un sou? Qui l'a caché? Où est-ce qu'il a habité alors qu'il était recherché par la police? Comment est-ce qu'il a récupéré le portefeuille de Rabardy qui a été perdu à Saint-Ouen et qui finit dans sa poche au moment des attentats de la rue Saint-Jacques et de la rue du Faubourg Saint-Martin? Comment il a pu payer les chambres? Parce qu'en fait, il avance l'argent pour une semaine, pour l'attentat du Faubourg Saint-Martin et l'attentat de la rue Saint-Jacques. Est-ce que les anarchistes qui étaient présents à ce moment-là à Paris étaient au courant de ces projets? Dans les sources, en décembre 93 et en janvier 94 à Paris, on a une série de perquisitions et on a présent à Paris Paul Reclus, Élisée Bastard, Philogène Ségard et Claude Defosse, qui était à Londres au départ et qui lui avait donné ses papiers. Voilà, donc c'est juste des hypothèses. Pauwels donc n'est pas une figure de premier plan du mouvement anarchiste français. Il n'en est pas moins une des figures de révoltés de cette période-là, une cheville ouvrière du mouvement, qui va aller jusqu'à donner sa vie pour ses idées. Il est très intimement lié à l'histoire des anarchistes de Saint-Denis et à l'histoire du mouvement anarchiste en France et à l'étranger à cette période-là, avec une radicalisation qui s'est peut-être opérée, je ne sais pas si radicalisation est le mot adéquat, mais opérée au début des années 1890. Sa vie pose beaucoup de questions, comme pour la plupart des militants anarchistes, sur lesquels on a très très peu d'informations. Et en tout cas, elle permet d'interroger le fonctionnement du mouvement anarchiste, qui n'est pas une internationale noire avec des agents exécuteurs et des donneurs d'ordre, comme certains contemporains l'ont imaginé. Voilà. Merci beaucoup pour ce portrait et puis pour nous avoir tissé ces réseaux à Saint-Denis et à l'étranger. Donc la parole est maintenant à la salle, si vous avez des questions. Bonjour monsieur, merci pour votre conférence. Ma question était de savoir sous quel prétexte pouvait-il espérer un arrêté de l'expulsion, puisqu'il était étranger. Pourquoi aurait-il souhaité qu'il n'ait pas cet arrêté?
En fait, il tente ces démarches à un moment où ça ne peut pas aboutir, puisque avec les lois scélérates, les lois de juillet et puis les lois de décembre et ensuite les lois de l'été 94, la répression se durcit toujours. La possibilité, c'est qu'il est vraiment dans une situation très compliquée. C'est finalement ce qui domine, c'est l'idée de la souffrance. De la misère, et que avant en dernier recours de peut-être passer à l'action, qui n'a peut-être pas été prémédité depuis tant de temps que ça, on tente une dernière tentative pour rentrer en France en étant accepté sur le sol français. Mais oui, vous avez raison, il n'y a pas de... Oui, apparemment, il n'y a pas eu de contact, enfin ces groupes n'avaient pas de contact avec les anarchistes italiens, qui étaient quand même assez... Si. En fait, ce que vous avez là, c'est simplement, c'est ça qui est difficile dans l'histoire du mouvement à cette période-là, c'est les contacts avérés, qu'on arrive à reconstituer tout doucement. Plus on a de notices sur les militants, plus on arrive à avoir un réseau qui s'étoffe, un réseau d'individus qui s'étoffe. Par exemple, sur Adolf Zuben en Belgique, j'ai absolument rien, mais il y a une possibilité pour que Powell soit passé en Italie. Dans ces cas-là, on a toujours des points de contact qui sont urbains dans des groupes, mais il faut arriver à reconstituer au fur et à mesure, et ça, c'est toute une partie du mouvement qui nous manque. Ah oui, bien sûr, puisque vous avez l'attentat de Caserio sur le sol français, qui lui finalement a un itinéraire qui ressemble à celui de Powell, puisque parti de Milan, il circule d'un groupe anarchiste français à un autre groupe anarchiste français dans le sud-est de la France, et qui se retrouve à un endroit particulier du cortège du président Sadi Carnot à Lyon. En fait, c'est la même trajectoire que Powell, mais parti d'Italie. Mais après, les contacts, si vous voulez, les contacts en général des anarchistes français avec les anarchistes italiens, on les met voilà, on arrive à les faire émerger. Mais de Powell avec des Italiens, non. Oui, merci. S'il vous plaît, une question plus générale. Est-ce que le mouvement anarchiste a été marginalisé, donc plus violent, à partir du moment où ils ont été éliminés de l'internationale socialiste ? Oui, je pense qu'effectivement, ils se sont marginalisés eux-mêmes, d'ailleurs, en adoptant une stratégie qui était une stratégie qui n'a pas été imposée, mais qui s'est développée progressivement. Oui. Ils sont marginalisés, toujours plus. Oui, d'abord, merci beaucoup d'avoir fait cette conférence sur Powell, qui est effectivement, c'est pas une star de l'anarchisme de cette période très, très noire des années 92, 93, 94, mais qui est très intéressant, effectivement, et à travers eux, on comprend bien. J'aurais deux questions à vous poser. La première sur l'église de la Madeleine. Quand on entre dans l'église aujourd'hui, on voit effectivement, il y a une plaque. Sur la droite, il y a encore une plaque qui rappelle l'attentat de Powell. Est-ce que le choix de cette église n'était pas un symbole, parce que c'était l'église la plus mondaine de Paris, l'église de l'aristocratie, etc. Oui, effectivement, et on nous dit, alors je ne sais pas si c'est le cas ou non, j'ai trouvé ça, enfin, dans un rapport de police, mais qu'on a une célébration qui devait avoir lieu à 16h, en fait, il aurait attendu sur place, qui devait réunir une bonne partie des élites de la capitale, et qu'il aurait attendu pour lancer sa bombe. L'autre question, c'est sur, est-ce que cette poussée de fièvre au début de l'année 93, est-ce qu'elle n'est pas aussi la conséquence de la condamnation de Vaillant, qui a été condamné à mort et qui a été guillotiné, alors qu'il n'avait tué personne. Il avait jeté sa bombe à l'Assemblée nationale, à la Chambre, mais il n'avait tué personne. Il l'avait blessé, mais pas tué. Oui, on a un effet d'emballement dont le déclencheur est probablement les événements du 1er mai 91. Effectivement, chaque exécution d'anarchistes, notamment celle de Vaillant, pour lesquelles une partie les anarchistes sont beaucoup mobilisés, mais pas seuls, laissant une fille et n'ayant pas tué, qu'ils révoltaient. Maintenant, ce qui est intéressant en février 94, c'est que les attentats visent vraiment des commissaires de police de Saint-Denis. C'est pour ça que cette histoire, j'ai plus tendance à la rattacher à Saint-Denis, plutôt que... mais bien sûr, ça s'insère dans un contexte. Moi, j'aurais voulu savoir si quelle est la mémoire dans les milieux anarchistes de Powell, c'est-à-dire est-ce qu'il est célébré, enfin voilà, quelle publicité est donnée à sa mort? De mémoire, en fait, il est considéré un peu comme un perdant au sein du mouvement anarchiste,
parce que finalement, même quand il veut poser sa bombe, il explose avec. Et la tonalité est un peu celle de Paul Reclus par rapport à des anarchistes qui ont été célébrés comme Ravachol, ou alors haïs par d'autres, mais qui à leur procès peuvent affirmer et réaffirmer des idées anarchistes. Pauwels n'a rien pu affirmer, il n'a pas pu bénéficier d'un procès, il n'a tué personne que lui-même. Voilà ce qui en fait un homme d'action à part, c'est peut-être la manière dont il est mort, sans qu'on sache vraiment. Alors il y a débat au moment de l'autopsie, s'il a réussi à se tirer une balle dans la tête, ou alors si, comble de la Devène, il était en train de pousser sur la porte, le pistolet en l'air, et qu'il s'est tiré lui-même, que l'explosion a provoqué le déclenchement de la... Voilà. Il y a d'autres questions pour pas finir sur ce... Non, La défaite de Pauwels. Il n'y a pas un seul courant anarchiste, mais des courants anarchistes. Vous avez évoqué des courants peut-être plus modérés, et même peut-être il y a un anarchisme pacifique, non violent de certaine façon. Est-ce qu'il y a des positions qui sont prises? Je ne sais pas, entre des proudhoniens jusqu'à Sébastien Faure, par exemple. Est-ce que c'est difficile, j'imagine, d'émettre des critiques parce que ce serait censé être une forme de trahison vis-à-vis des courants plus violents, mais quelle est leur position par rapport à ça? Est-ce que d'ailleurs, par exemple, Pauwels sera un lecteur de Proudhon ou de ses héritiers? Non, Pauwels, a priori, il n'est pas un lecteur de Proudhon. Enfin, a priori, parce que sa bibliothèque n'est pas, on ne sait pas ce qu'il avait dans sa bibliothèque. On sait qu'il est abonné à des journaux comme La Révolte. On ne sait pas si La Révolte est déjà pas un peu compliquée pour lui quand on regarde simplement sa manière de d'écrire. Il est peut-être davantage un lecteur du père Pénard de Pouget. Et pour ce qui est des tendances au sein du mouvement anarchiste, on a effectivement cette tendance qui domine jusqu'en 1894, encore qu'il y ait des débats entre historiens du mouvement anarchiste sur ce qui prédomine. Mais bien sûr, il y a des anarchistes qui se préoccupent d'une action plus constructive autour du syndicat dès les années 1880 et avant, autour de la grève générale avec Tortelier dans les années 1880 aussi. Des formes d'action qui vont prendre le pas sur l'action individuelle plus stérile finalement à partir de 1894. Et Pauwels ne peut pas être critiqué par des anarchistes qui ont, comme même Jean Grave, poussé les anarchistes à passer à l'action violente au début des années 1880. Quand il meurt pour la cause, mais on sent bien qu'en 93-94 ces attentats ne sont plus cautionnés par une partie des leaders. Est-ce qu'il y aurait eu des contacts entre Pauwels et Émile Henry, qui a jeté la bombe au café de Terminus? Déjà, je trouvais que j'étais que j'osais déjà beaucoup en parlant de Ravachol et de Vaillant, mais effectivement, on peut aller plus loin. Et là, on se perd complètement. On a des policiers, des anarchistes qui considèrent que Pauwels fait partie du petit groupe autour d'Émile Henry, parce qu'Émile Henry n'était pas seul, c'est sûr, du petit groupe autour d'Émile Henry qui a contribué à ensanglanter Paris au même moment. Émile Henry, dont l'appartement est dévalisé au moment où Pauwels, au moment où il est arrêté, et des bombes qui auraient disparu. Mais ces bombes, en fait, on nous dit que ce sont des bombes qui ont été récupérées par Pauwels dans l'appartement d'Émile Henry. C'est pas du tout le même fonctionnement, c'est pas du tout le même système de déclenchement. Est-ce que la perspective de l'exposition universelle de 1900, est-ce que les politiques avaient peur des anarchistes pour cette exposition universelle? Alors, je ne peux pas vous répondre avec précision, mais le gros du danger est passé. On a encore 1 ou 2 attentats après. À partir de ce moment-là, on a un assagissement du mouvement et des anarchistes qui recommencent à militer à visage découvert, par l'attentat contre Alphonse XIII, et pas d'inquiétude. Pardon? Oui. Et les doigts serrés, c'est les ratons, bien sûr. Ouais. Eh bien, je crois que nous vous remercions pour ce...